Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous recevoir, les éditions Viviane Ami, et donc Lise Chasteloup, qui est donc responsable éditoriale chez Viviane Ami. Bonsoir Lise. Bonsoir, Et nous avons merci de nous inviter. un plaisir. Et nous avons la chance de recevoir deux auteurs dont j'ai particulièrement apprécié la plume, Céline Laperto et Arpad Koun, dont on parlera évidemment longuement tout à l'heure. Mais pour débuter, bonsoir à tous les deux, Céline et Arpad. Pour débuter, on va commencer par Lise, comme on a toujours l'habitude de d'abord commencer par les éditeurs, parce qu'on aime qu'ils soient mis davantage en avant. Lise, vous êtes à la tête éditoriale des éditions Viviane Ami, et je pense qu'il est important de débuter cette rencontre en évoquant cette intégration, après 30 ans d'indépendance de Viviane Ami, l'intégration de la maison chez Flammarion, pour des difficultés économiques notamment, mais qui ont permis de sauver un catalogue qui existe depuis une trentaine d'années. Oui, c'est vrai que voilà, quand on est dans l'édition indépendante, bon, on a certains aléas qui peuvent se présenter. C'est vrai que la mission, en fait, si vous voulez, qui nous tenait vraiment à cœur avec Viviane aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui est toujours présente, c'était de trouver finalement, face aux difficultés économiques qu'on a pu rencontrer, de trouver le meilleur partenaire pour que tout ce travail initié depuis 30 ans, Viviane est une très grande dame de l'édition, je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder sur les succès qu'elle a créés. C'est une femme qui est absolument merveilleuse et c'est vrai que voilà, quand on doit retrouver un repreneur, quand on doit prendre soin d'un catalogue en veillant à la diversité éditoriale, en veillant à poursuivre aussi l'œuvre initiée par les auteurs, toute cette œuvre qui demande qu'à être accompagnée, il fallait absolument trouver le meilleur partenaire aussi pour ce faire. Il se trouve que effectivement, le groupe Flammarion nous est apparu comme étant le meilleur partenaire. C'est vrai quand on peut voir ce groupe qui rassemble quand même différentes lignes éditoriales aussi, puisque Flammarion, en fait, c'est le groupe Madrigal qui comporte notamment Gallimard, mais aussi de Noël, aussi POL, La Table Ronde, Sarbacane, Mial et Barreau. Je crois qu'on peut, en tout cas, nous, on a eu l'assurance avec Viviane, si vous voulez, que la diversité éditoriale, que la ligne éditoriale, que les auteurs aussi, l'œuvre qu'ils ont commencé à créer et puis l'œuvre qui reste encore à faire se trouvera en tout cas entre très bonnes mains. Et je dois dire que depuis maintenant plus d'un an, on ne peut que se réjouir finalement voilà, d'avoir trouvé des professionnels, des gens qui sont tout à fait au courant de ce que représente l'édition, de ce qu'est le métier d'éditeur, puisque voilà, le fondateur est éditeur et ce depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les éditions Viviane Ami, il y en a forcément peut-être quelques-uns, quelles sont les voies que vous défendez au sein du catalogue et notamment qu'est-ce qui vous séduit dans un texte quand vous le recevez? Je crois que ce qui définit vraiment la ligne éditoriale des éditions Viviane Ami, c'est justement, je dirais, le fait de ne rien s'interdire d'une certaine façon, le fait d'avoir aussi des textes qui sont toujours sur la brèche, qui sont toujours en fait d'une certaine façon en train de vous questionner, qui peuvent être à la limite du genre, qui peuvent aussi être, comment dirais-je, qui mettent le lecteur aussi d'une certaine façon en danger et puis face justement à la société dans laquelle on est, face un petit peu à toutes nos contradictions aussi d'une certaine façon. C'est difficile de le résumer sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que voilà, on a un catalogue quand même, que ce soit en littérature étrangère ou en littérature française, qui cherche à retrouver cette singularité, cette espèce de ligne en fait de faille sur laquelle s'appuie finalement l'idée des auteurs, s'appuie l'œuvre aussi des auteurs. Là, je pense notamment, par exemple, pour évoquer le texte d'Arpad, on est à la fois sur un récit qui est extrêmement onirique, sur un roman qui a une force d'imagination incroyable. On pourrait à la fois, sans forcément tomber dans le cliché, mais être du côté du réalisme magique. En même temps, il y a toute cette part de fantastique noir aussi propre à la littérature de l'Europe de l'Est. Il y a en même temps cette réflexion sociétale aussi sur, voilà, qu'est-ce que c'est que vieillir, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps.
tout ça orchestré sur le mythe de l'épopée aussi. Donc on a ces différents genres en fait littéraires. On est toujours à la croisée des genres d'une certaine façon. Et pour parler du livre de Céline, je dirais que Céline a une écriture qui est une écriture vraiment très très viscérale, qui est une écriture qui met sans cesse le lecteur aussi en danger. Là où en fait on pense que les choses seraient acquises, là où on pense avoir un livre finalement, comment dirais-je, facile entre les mains, ben non, Céline en fait va vous amener beaucoup plus loin que ça. Céline va vous permettre de vous poser des questions aussi par rapport ne serait-ce que par la tragédie qu'elle orchestre, ne serait-ce que par comment dirais-je, le sujet tout simplement, mais aussi les personnages qui sont extrêmement présents, les personnages voilà, qui sont des gens comme vous et moi d'une certaine façon. Je crois qu'il y a le fait d'être à la croisée des genres aussi, mais que ce soit un genre littéraire ou que ce soit aussi d'un point de vue thématique, je pense que c'est ça qui caractérise vraiment les éditions Viviane Ami. Alors justement, puisqu'on parle de Céline et Arpad, Arpad, c'est son premier roman qui est traduit en français. Donc j'imagine que vous l'avez découvert. J'aimerais connaître justement la genèse de cette découverte-là, même si Céline, on le sait, est une historique de la maison. C'est son 5e roman chez Viviane Ami. Mais comment vous avez travaillé ensemble avec Céline et comment vous avez découvert Arpad? Alors, c'est Viviane qui a choisi le texte d'Arpad. C'est Viviane qui a toujours, avec ce tropisme et puis cette sensibilité si particulière, je dirais, qui effectivement voilà, a rencontré l'éditrice d'Arpad, qu'elle connaissait déjà depuis pas mal de temps. Et puis quand le texte s'est effectivement présenté, Viviane est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui est extrêmement sensible. Et c'est vrai que quand on discute aussi avec d'autres éditeurs étrangers, quand on commence à avoir un petit peu d'expérience dans ce métier, on peut avoir effectivement des coups de cœur, en fait, des coups de... comment dirais-je, il faut aussi faire confiance, si vous voulez, aux gens qui sont en face de vous. Quand on a ce même amour pour la littérature, on est capable de découvrir de très très belles merveilles. Et ça a été le cas pour Norbonheur. Moi, j'ai lu le texte d'Arpad avec un grand plaisir. On a travaillé étroitement aussi avec Chantal Philippe, qui est donc la traductrice en français du texte d'Arpad, qui est quelqu'un aussi d'extrêmement lettré, d'extrêmement fin. Et voilà, et quand le texte a été prêt, malheureusement, on a subi un petit peu les assauts du Covid, mais comme tous je pense, les éditeurs aussi. Et puis, ben, c'est comment dirais-je, euh, ça s'est fait naturellement, en fait. Mais pour vous parler de ma première lecture de ce texte, j'étais extrêmement impressionnée par la richesse de ce texte, la densité qu'il a, l'intertextualité aussi qui y est présente. Ça fait partie vraiment de ces voix extrêmement singulières qui ne demandent qu'à être découvertes, pardon. Justement, donc, on rappelle que les 2 ouvrages sont sortis le 19 août dernier et que vous, malgré le rachat par Flammarion, vous restez dans une tradition de 10 livres à peu près par an. Ça, j'imagine que ça ne changera pas pour pouvoir Alors, je vous défendre les corrigerai textes. juste, je dirais pas malgré, je dirais grâce. Ce qui est Grâce, quand même bien sûr. ce qui est un peu différent. Mais oui, on reste sur un rythme de parution entre 10 et 12 titres par an, avec bah, tout ce qui caractérise en fait la ligne des éditions, à la fois la littérature française et la littérature étrangère, la collection Polar aussi, puisqu'on a 2 primo-romancières qui vont être publiées au mois de mars prochain. Voilà, je peux vous en dire un peu plus, mais je ne veux pas trop non plus grignoter sur le temps des auteurs après. Voilà. Oui, le programme est riche ce soir, mais avec plaisir. Alors Céline, on va peut-être commencer par vous, par votre parcours. Vous êtes professeur de français et vous ne cessez d'écrire depuis l'âge de 9 ans, selon en tout cas les biographies. Et vous publiez donc ce 5e roman chez Viviane Ami. Comment on écrit depuis l'âge de 9 ans? Comment on grandit avec cette littérature? Quel a été le déclencheur en réalité de cette passion pour la littérature? Moi, je dirais, enfin, l'écriture à la base, pour moi, c'était plutôt une catharsis parce que pour ceux qui ont lu Ce qui est monstrueux et normal, ils savent quand même que je suis pas issue d'une famille à la base de liseurs.
Moi, je suis issue d'une des familles les plus pauvres de France, je pense. Pas que financièrement, hein, intellectuellement, moralement aussi. Il n'y avait pas de livres chez moi, clairement pas. J'ai découvert les livres à l'école. Moi, pour le coup, l'école a vraiment été un ascenseur social. J'ai vraiment découvert la lecture en allant au CDI du collège. C'est comme ça que j'ai découvert la lecture. Et l'écriture, au départ, c'était... je ne m'en rendais pas compte, mais c'était pour me libérer d'un trop-plein d'émotions, de violence. J'avais raconté une anecdote dans l'article qui était paru dans Télérama au mois de mars, quand on parlait des violences faites aux enfants. J'avais expliqué l'origine de ma première nouvelle, que j'avais trouvée assez sombre et assez violente en la relisant après adulte. Et j'avais compris pourquoi. Mais l'écriture, à la base, est vraiment oui, une catharsis, un moyen d'échapper au réel, on va dire. Et à 13 ans, vraiment au collège, j'ai découvert certains livres qui m'ont fait comprendre que ce que je faisais, ça s'appelait vraiment lire, et ce que je faisais, ça s'appelait vraiment écrire. Et là, j'ai pris conscience que j'étais une lectrice, j'étais, on ne peut pas dire un écrivain, mais j'avais des petits textes, des poèmes, j'ai toujours écrit des poèmes. J'ai vraiment commencé par les poèmes d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment vers l'âge de 13-14 ans que j'ai compris que ce que je faisais, ça avait de l'importance et que je pouvais peut-être dépasser le stade de la catharsis, de soigner mes souffrances pour en faire quelque chose de plus artistique, de plus profond. Et à partir de là, oui, j'ai cherché à écrire des nouvelles, des premiers romans jamais achevés, mais qui sont là dans mes tiroirs et dont je suis fière et qui sortiront jamais, hein, je les brûlerai avant, mais d'ailleurs, c'est marrant, je suis retombée en déménageant il n'y a pas longtemps, je suis retombée sur un de mes premiers manuscrits quand j'avais 12 ans. Et le personnage de ce roman totalement, complètement ubuesque s'appelait Séraphin, sachant que je m'en souvenais, mais alors plus du tout. Et Des femmes qui dansent sous les bombes, mon deuxième roman, mon héroïne s'appelle Séraphine. Comme quoi, j'ai pas trop changé avec le temps quand même. Je crois qu'il s'est construit des choses dans ma personnalité, dans mes goûts à ce moment-là. Et moi, je suis pas du tout passée par la case roman pour enfants. Ce que j'ai regretté et ce que je n'ai surtout pas raté avec mes propres enfants. Et j'ai lu de la tragédie très très tôt. C'est pour ça que quand on parle de mes romans, on parle souvent de ça, de la tragédie, mais c'est vraiment ce qui m'a construite. J'ai lu Racine très très tôt. Et je crois que mes plus grandes lectures, ça a été les œuvres tragiques. Et je pense que j'ai construit mon univers littéraire à partir de ces lectures-là. Alors justement, le point commun avec Arpad est tout trouvé, c'est la poésie, puisqu'Arpad a également notamment écrit 4 recueils de poésie et des nouvelles, pour le coup, mais avec une densité différente, puisque 95, 2016 et donc aujourd'hui Norbonheur, il y a une certaine disparité dans vos écrits, justement. Arpad, comment vous expliquez, j'imagine que vous écrivez toujours, mais comment vous expliquez cette disparité entre vos écrits et la différence de date, tout simplement, puisque un écrivain, en principe, écrit régulièrement, ou en tout cas la plupart du temps, tous les ans ou tous les 2 ans, sort un roman ou un recueil. Comment se passe cette écriture chez vous, Arpad? Moi, j'ai commencé à écrire de la poésie très tôt, moi aussi, et en même temps un peu de prose aussi. Mais je croyais toujours que je devais être mûr, assez mûr pour écrire un roman euh, mais en même temps, ce projet d'écrire de prose et un roman, un vrai roman, c'était toujours présent chez moi d'une certaine façon. Mais je me sentais poète. Et, et être poète, on crie socialiste parce que ça s'appelait comme ça, un peu de façon euphémisme. C'était une échappatoire pour moi.
parce que je ne sais pas, je me sentais pas très à l'aise comme adolescent et en fait j'avais aucune ambition d'être quelqu'un euh, dans la société ou faire une carrière quoique seulement littéraire. Et être poète, c'était vraiment génial. Et c'était un choix pas très spécial à l'époque parce que l'argent ne comptait pas en Hongrie communiste. Et voilà, donc c'est le départ. Et après, ouais, c'était plus en plus compliqué, je crois, au niveau, au Céline niveau disait qu'elle est... littéraire. Pardon, allez-y, pardon. Non, Céline disait que c'était une catharsis pour elle d'écrire. Pour vous, pour qui écrivez-vous? Est-ce que, en tant que lecteur français, quand j'ai lu votre premier ouvrage, j'avais envie de dire, mais vivement le deuxième, vivement le suivant. Est-ce que vous écrivez pour vos lecteurs? Est-ce que vous écrivez pour vous? Qu'est-ce qui change par rapport à ça? Je pense pas au lecteur en écrivant, ça c'est sûr. Et c'est pas toujours une catharsis pour moi d'écrire. C'est un travail dur ou quelque chose que j'aime pas. Et écrire, oui, les poèmes, on écrit un poème en quelques secondes ou en quelques jours. Et, mais écrire un roman, c'est un grand projet et tu peux, on peut être toujours donc la certitude que tu as quelque chose à écrire, c'est si bien et c'est une corvée aussi, mais ça me manquait comme poète que ce travail continuel. Voilà. Donc, si je suis clair, je ne sais pas. Oui, C'est vous êtes clair. Oui. Ok. Donc, parce que Sandra? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Lise, Céline et Arpad. J'avais une question pour Céline par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand même, avec vos lectures assez singulières, quand même, pour une jeune fille. Hein, les tragédies, c'est particulier. En tout cas, c'est assez inédit. Je me demandais justement comment vous étiez passé des tragédies type antique, tragédie classique, au roman et alors sans doute en passant un peu par la poésie, mais ça reste aussi assez différent du roman. Donc, comment s'est faite cette translation en fait entre voilà, ces genres quand même assez différents les uns des autres? Il y a quand même ce côté tragédie, hein. Il y a quand même ce côté tragédie Oui. encore dans ce que Oui, vous faites toujours, avec hein, toujours. voilà, côté même théâtral avec ces chapitres. Oui, c'est Mais assez ça surprenant. restera. Je crois que ça, c'est dans mes veines. Hein. Plus rien, j'ai grandi avec. Après, pour le reste, je dirais que bah, ça a été au fur et à mesure de mes années scolaires. Hein. Moi, je n'avais que ça pour pouvoir découvrir la lecture, finalement, le collège, le lycée. Et je crois que j'ai senti une faille, en tout cas dans mon éducation littéraire, en arrivant à la fac, enfin, juste avant la fac, où j'avais le choix entre lettres classiques et lettres modernes. Et à la base, moi, c'était lettres classiques, point final, puisque j'étais vraiment très, très classique dans mes lectures. J'ai découvert très, très, très tardivement le roman contemporain.
Et en fait, j'ai changé d'avis au moment de l'inscription à la fac, où j'ai dit lettres modernes, parce que j'avais entendu parler, mais vraiment quelques minutes avant, de quelque chose qui m'intéressait, qui s'appelait la littérature comparée. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de découvrir d'autres choses aussi, d'élargir mon champ de lecture. Et j'ai découvert là un peu plus la littérature contemporaine, j'ai découvert des écrivains, notamment Italo Calvino, qui m'a plus jamais quittée. Et je crois que c'est à ce moment-là vraiment que je me suis ouverte et que j'ai commencé à me tourner aussi vers la littérature contemporaine que je ne lisais pas tellement. Et heureusement, je ne l'ai pas regretté parce qu'il y a des tonnes d'auteurs aujourd'hui que j'aime beaucoup. Donc, c'est assez tardivement hein, que j'ai ouvert on va dire, mon champ de lecture. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, dans tout ce que j'écris, on retrouvera quand même toujours quelque chose de l'ordre du cœur antique parce que j'ai grandi comme ça, je me suis façonnée comme ça et je crois que... alors, j'en prends conscience, des fois, j'essaye d'aller vers autre chose. Mais il y aura toujours un petit quelque chose qui restera parce que c'est trop profondément ancré en moi maintenant. Faut surtout pas le quitter, c'est votre style, ça fait partie de votre style Ah d'écriture, ne le quittez pas. J'aimerais bien que Lise nous fasse le pitch des deux romans, parce que j'aime toujours les pitchs des éditeurs qui sont souvent différents des auteurs, en tout cas la plupart du temps. Comment on pourrait définir ces deux romans, qui n'ont évidemment rien à voir l'un avec l'autre, mais comment vous les définiriez si vous deviez convaincre un lecteur qui n'a pas encore franchi le pas? Alors, disons que je dirais que, bon, pour Arpad Kun, c'est finalement l'histoire d'un homme qui, en allant vers l'inconnu, va finir finalement par se retrouver, par se découvrir lui-même. Il y a à la fois effectivement du réalisme magique à la Garcia Marquez, il y a aussi de l'épopée un peu à la Grim Lawson, Simplicius Simplicissimus, puisque Aimé Billion est quelqu'un qui a cette espèce de naïveté, mais qui en même temps a cette sensibilité, cette façon de voir du monde qui est extrêmement onirique en fait, et qui n'appartient absolument qu'à lui. Pour moi, c'est un très grand roman d'évasion qui justement est capable de réalisme magique, mais aussi de fantastique noir, aussi d'épopée. C'est quand même toute une réflexion, je dirais, sur l'identité finalement, puisqu'on chemine dans l'existence, on chemine vers différents continents. C'est aussi une histoire d'exil. Et finalement, d'une certaine façon, comment, même avec l'exil, même en étant déraciné, on essaye malgré tout de retrouver toujours ses racines et toujours s'ancrer quelque part. Et je pense que ça, on l'a vraiment. En tout cas, dans ce roman, on comprend à quel point ce personnage d'Aimé Billion est quelqu'un d'extraordinairement unique. Enfin, moi, c'est un pitch un peu long, mais en tout cas, pour moi, c'est l'histoire effectivement d'un homme qui est étranger à lui-même et puis qui va se révéler justement à travers l'exil, à travers tout ce parcours en fait initiatique. Pour ce qui s'agit pour le livre de Céline, je dirais que c'est vraiment deux demi-frères que tout oppose, qui ont et qui vont se retrouver finalement dans une situation extrêmement tragique, puisque l'un des deux est garde des Sceaux, l'autre est un rocker-chanteur. Et puis, il y a cette haine viscérale, cette jalousie en fait rampante tout le long finalement du texte, qui fait que on va assister, bien malgré nous, à une tragédie qui est certes familiale, mais qui va avoir vraiment des impacts aussi sociétals. Donc, on confine là je dirais, on va de l'intime vers vraiment l'universel, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, je reviens un peu sur ce Aimé Billion, parce que Arpad, je ne sais pas si on peut véritablement tout révéler, puisqu'il y a une partie qui est dans la postface, dans l'épilogue, qui permet de savoir qui était Aimé Billion et s'il a véritablement existé ou non. Je ne sais pas si on peut en parler. Ça ne va pas forcément divulgacher quoi que ce soit, mais ce serait bien d'avoir votre avis, Lise. Est-ce qu'on peut en parler ou pas sans gâcher quoi que ce soit? Je pense qu'on peut. Je ne sais pas ce que dit Oui, Arpad. Oui, non, mais Lise, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je disais qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'à la fin de Norbonheur, il y a cette lettre finalement à Aimé Billion que Arpad écrit
Et d'une certaine façon, je trouve qu'on est vraiment au cœur même de la littérature. On dit toujours « je est un autre ». Pour le coup, Aimé Billion, mais Arpad pourra probablement mieux répondre que moi à cette question, c'est en fait toutes les identités finalement fantasmées, rêvées, qu'on a couchées sur papier ou qu'on peut ressentir, toute cette empathie en fait qui fait que on est écrivain ou on ne l'est pas, mais c'est aussi la force du poète d'une certaine façon. C'est-à-dire explorer finalement des vies qu'on n'a pas vécues, mais des vies qui parce qu'on a justement ces 500, parce qu'on a une expérience sensible aussi. C'est vrai que le parcours d'Aimé est quand même extrêmement proche aussi par certains côtés de celui d'Arpad, mais je pense qu'il est sans doute beaucoup plus proche du parcours de poète d'Arpad. Mais peut-être qu'Arpad peut répondre aussi à cette question. En fait, mon idée initiale était que je voulais écrire un roman classique. Et pour moi, ça veut dire que on écrit une épilogue parce que c'est quitter un roman, c'est toujours douloureux. Si on aime le roman comme lecteur, on vit dans un monde imaginaire et comme lecteur, j'aime bien lire une épilogue. Voilà, donc c'était mon idée initiale et j'ai écrit cet épilogue un peu comme un jeu de fiction. Donc c'était Aimé Billion n'existe pas, mais quand même je prétends qu'il existe. Et c'était je ne sais pas si j'avais pu maintenant peut-être je n'aurais pas écrit cet épilogue parce que les critiques hongroises étaient très occupées de l'épilogue et j'étais un peu incertain que c'est vraiment parce que je croyais pas que ça c'était si important ce jeu de fiction. Donc, Parce qu'en fait, mais, c'est vrai que oui. Mais ce qui était la question au début, parce que j'ai. C'est ce que. Oui, donc. Non, c'est en ma fait question... difficile. Oui, allez-y. Excusez-moi, je pense que c'est en fait difficile aussi quand on est écrivain finalement de quitter son personnage aussi d'une certaine façon. C'est une façon de lui dire aussi au revoir, c'est une façon aussi de comment dirais-je, Aimé Billion est un autre, mais ça reste quand même une part de soi quand on est auteur aussi. Voilà, et c'est mon souci aussi. Donc, mon doppelganger, et jamais le double. Le double. Et j'aimais lire Platon au lycée, justement parce que j'aime bien qu'il y a deux personnages en même temps, moi et mon personnage principal. Et donc, Aimé Billion, c'était ma voix d'une certaine façon. Donc, et peut-être j'étais très attaché à lui comme vous. Pas peut-être, sûrement. Sûrement. Et l'épilogue en convient. Aimé Billion, c'est quand même un homme qui doit rentrer chez lui. Il est aide-soignant à l'hôpital comme vous. Il est traducteur. C'est un amoureux des langues.
il ne supporte même pas d'être exclu de l'une d'elles, des langues qu'il ne comprend pas. Il a son père qui est reconverti en sorcier vaudou, il va chercher son hors-bonheur, la Norvège, comme vous. Comment un auteur hongrois arrive-t-il à écrire une histoire entre le Bénin et la Norvège? Parce que j'ai vécu en France, j'ai fait mes études à Paris et après j'ai été lecteur de hongrois à Bordeaux et j'ai été imbibé de la culture française. J'ai entendu dire des histoires sur Afrique et j'ai eu des amis à Bordeaux et j'ai donc à partir de ces histoires vécues, j'ai créé une fiction et, et mon sujet à moi, c'était ce dépaysement parce que je me sens toujours et partout dépaysé d'une certaine façon et je croyais que mon sujet était ce dépaysement et après l'apparition du livre, euh, les lecteurs étaient peut-être plus intéressés par le bonheur. Mais je croyais toujours que le bonheur, c'est quelque chose en parenthèse dans le livre, mais quand même, il y a un bonheur, un, un vrai bonheur aussi. Je viens pas de Hollywood, mais quand même, le sujet du roman est le bonheur aussi. Mais ça, c'était pas conscient chez moi en écrivant le livre. Mais et je croyais toujours que dans le titre, le bonheur, c'est toujours ironique. Et surtout en Europe de l'Est, le bonheur, c'est un sujet rarissime et peut-être n'existe pas parce que les écrivains hongrois doivent être toujours un peu pessimistes comme ça, mais moi, quand même, j'ai écrit quelque chose sur le bonheur et un peu inconsciemment, comme j'ai dit. Voilà. Donc, et j'ai oublié encore une fois la question initiale, mais bon. Ceci dit, je me permets de prendre la parole, mais c'est vrai qu'il y a, en fait, plus que le bonheur, je crois, c'est vraiment la résilience aussi. Et ça, je crois que c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire finalement entre le livre de Céline et puis ton livre aussi, Arpad. C'est qu'il y a cette très très belle résilience qui permet justement d'aller toucher le bonheur en fait du bout des doigts, de l'avoir à portée de main aussi. Et il y a une certaine sérénité chez Aimé que je voulais montrer par cette histoire. Donc, parce que, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que être serein, c'est plus que d'être heureux ou voilà. Donc, alors Céline, on n'a pas encore parlé du sujet quand même qui est capital dans votre livre. Ce n'est pas le seul, mais il est quand même véritablement extrêmement important, c'est la peine de mort. Avec cette peine de mort, c'est très difficile d'en faire un roman, c'est très difficile d'en parler parce que c'est souvent un sujet tabou. Vous le faites avec talent et brio et il n'y a jamais de manichéisme. À chaque fois, vous exprimez les deux points de vue. Ils sont en tout cas abordés.
Et c'était pas un plaidoyer, même si on sent qu'on connaît à peu près votre avis sur la question, mais peu importe, ce n'est véritablement pas le sujet. Mais pourquoi avoir décidé de s'emparer de ce sujet-là aujourd'hui, alors que euh, difficile d'envisager le retour à une peine de mort, notamment par rapport à la CEDH qui, en principe, ne reviendra pas là-dessus parce que c'est au sein de sa convention. Mais pourquoi avoir choisi la peine de mort? Chez moi, c'est un sujet très vieux dans ma tête, très intime, qui date vraiment de l'adolescence, hein. C'est un questionnement qui est très profond et lié à ma propre histoire personnelle, qui est lié, voilà, aussi au drame que j'ai vécu quand j'étais enfant. Euh, je me suis forcément posé la question de savoir si j'étais pour ou contre la peine de mort. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de savoir si on était en capacité d'évoluer nous-mêmes sur nos convictions dans ce domaine-là. Parce que moi, je me suis positionnée aussi en tant que victime, puisque j'ai été victime, et que forcément, les premières années, on va dire, de mon adolescence, je pouvais être une victime, enfin une adolescente assez intransigeante, comme on peut l'être à cet âge-là, et profondément pour, etc. Et puis, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte que justement, la résilience, la construction d'un chemin que l'on fait pour soi, justement, moi, me laisser dans l'obligation de réviser ma position sur ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte que si je voulais réellement me construire, moi seule, pas moi vis-à-vis de mon agresseur, moi seule, il fallait que je vide cette plaie-là et que je m'en sorte de cette histoire de la peine de mort. Et je pense que on se construit infiniment mieux, on réussit infiniment mieux sa vie si on la vit pour soi-même, qu'on ne passe pas 20 ans de sa vie à souhaiter finalement la mort de son agresseur. On passe à côté de sa vie. Concrètement, je pense que ma plus belle revanche aujourd'hui, c'est que mon agresseur puisse voir à quel point finalement ma vie, je l'ai quand même plutôt bien réussi. Et du coup, ça a été un questionnement profond. Et puis, les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Euh, Mon statut d'enseignante aussi, puisque en tant qu'enseignante avec mes élèves de troisième, j'étudie Claude Gueux, je fais des débats sur la peine de mort, je m'y intéresse énormément et j'ai vraiment envie de sensibiliser mes élèves là-dessus parce qu'ils sont de futurs citoyens. Et, euh, et du coup, tout ça, petit à petit, a fait un roman. Alors, c'est un roman assez vieux dans ma tête, puisqu'il était déjà présent au moment où j'écrivais Des femmes qui dansent sous les bombes. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment l'écrire. Et contrairement, je crois, à ce que dit Audiard, un bon film, c'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Bah, quand on est écrivain, c'est pas le cas. Il faut une bonne narration, un bon narrateur et une bonne trame. Et je l'avais pas, je savais pas sous quel angle aborder ce sujet qui me tenait à cœur. Et puis, bah, comme toujours chez moi, la mythologie, la tragédie, tous ces questionnements-là ont fait qu'un jour, le sujet est né. Voilà, le sujet. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est pour moi aussi très intéressant, c'est-à-dire que oui, on peut lire entre les lignes que voilà, je suis contre la peine de mort, mais je trouve qu'on vit dans une société très profondément ancrée dans l'idéologie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est où tu penses comme moi ou tu es contre moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, j'avais envie de sortir un petit peu de ce manichéisme-là. J'ai des personnes proches hein, de moi qui sont plutôt favorables à la peine de mort. Et j'ai pas envie de leur claquer la porte au nez en leur disant si t'es pour la peine de mort, alors je te parle plus jamais de ma vie. Je trouve ça un peu facile. Voilà. Moi, j'aime bien débattre et je trouve qu'en ce moment, on peut plus trop débattre. Voilà, moi, ça me fait beaucoup rire les réseaux sociaux où les gens s'invectivent à coups de point barre, point final, point à la ligne, à bon entendeur salut. Je trouve ça totalement, absolument insupportable. Et moi, j'ai déjà dialogué avec des tonnes de gens qui étaient plutôt favorables à la peine de mort parce que j'avais envie de comprendre. Et certains d'entre eux, je les aime très fort, quoi. Et je pense que on peut comprendre tout un tas de points de vue. Dans la démocratie, il y a quand même un pilier de la démocratie qui s'appelle la pluralité des opinions. Et il y a beaucoup de gens qui sont parfois favorables à la peine de mort. Ce pas des mauvais bougres, hein, c'est des gens qui sont très ancrés dans leurs émotions, qui sont peut-être moins lecteurs, où il y a tout un tas de choses qui peuvent l'expliquer.
Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu, dans ce 21e siècle, être un peu serein par rapport à certains débats et ne pas invectiver les gens, ne pas les insulter sous prétexte qu'ils ne pensent pas tout à fait comme nous. C'est pour ça que Roger, je l'ai construit de cette manière-là, parce que Roger, pour moi, c'est pas un monstre. C'est un homme qui a ses souffrances d'enfant, qui s'est un peu perdu dans sa vie, qui mélange beaucoup le personnel et le professionnel, beaucoup plus qu'il voudrait le faire croire. Mais c'est pas un mauvais homme. Voilà, et c'est quelqu'un qui est rempli de doutes, rempli de remords, qui essaye de se le relever comme il peut aussi, et qui fait des mauvais choix, mais aussi des bons choix au bon moment. Et c'est précisément pour respecter aussi ça, l'envie de dire, ben, tout le monde ne peut pas penser comme moi, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis du côté des gentils et que vous êtes du côté des méchants, que j'ai fait de Roger un homme profondément humain. Voilà, c'est pas un monstre sous prétexte qu'il est pour la peine de mort. Alors, ça m'intéresse grandement ce que vous dites, puisque j'ai aussi fait des débats sur la peine de mort avec mes étudiants, avec différentes classes, et la sentence est unanime, ou presque. La plupart sont pour la peine de mort. Cette peine de mort-là, elle est dans toutes les strates. Il y a toujours une part minime d'abolitionnistes, du moins dans la réalité. Et j'ai l'impression qu'être contre la peine de mort et plutôt contre la peine de mort d'un terroriste ou d'un violeur réclame quand même un certain humanisme, un certain courage. Est-ce qu'au C'est final, très, très mal vu. c'est très Et mal en vu? fait, moi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai fait un débat comme ça avec mes troisièmes, où certains élèves, parce que moi, je leur laisse pas le choix, hein, je dis pas qui est pour, qui est contre, je leur dis tout de suite, je m'en fiche royalement de savoir si vous êtes pour et contre, toi tu seras pour, toi tu seras contre, point final. Je les force à sortir de leur rôle, à sortir de leur peau, et beaucoup d'élèves sont venus me voir en me disant, mais madame, je suis contre, mais je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus facile d'argumenter pour. Ben oui, parce que quand on est pour, c'est facile, on a juste à se ranger derrière ses émotions. On a le beau rôle de dire ah non, moi j'aime pas les tueurs de fillettes, ah non, j'aime pas les terroristes, et hop, c'est simple, on se range derrière les bonnes émotions, on a juste à crier ça, et tout va bien. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être contre la peine de mort, c'est une position beaucoup plus inconfortable parce qu'elle est beaucoup plus de l'ordre de l'intellectuel. Et ça passe difficilement. Et c'est pour ça que ça a été difficile aussi à l'écrire, ce roman, et que je m'interrogeais sur certaines... C'est un roman, pour revenir sur ce que disait Arpad tout à l'heure, d'habitude, moi non plus, je ne pense pas du tout au lecteur quand j'écris, parce que c'est moi, c'est mon plaisir, et ma façon... moi, au contraire, je suis dans un pur plaisir quand j'écris. Mais ce roman-là, j'ai un peu pensé au lecteur, parce que précisément, des fois, j'étais sur le fil, et je ne savais pas sur certaines pages comment les gens le prendraient parce que je savais que être contre la peine de mort, c'est pas toujours une position confortable, quoi. Voilà. Et je m'en suis aussi rendu compte en l'écrivant, finalement. Ce qui peut paraître surprenant puisque ça date quand Oui. même de 1981 et que les mentalités auraient peut-être dû changer. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez que l'être humain a une sorte une loi du talion ancrée en lui et que être abolitionniste est une exception? Ah, moi, je pense, oui, si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je suis persuadée que beaucoup, beaucoup de gens vous diraient qu'ils sont pour la peine de mort, avec tout ce qu'on entend en plus. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, la prédominance aujourd'hui des réseaux sociaux, ça a fait beaucoup de mal à tout ça, je pense. C'est très facile aujourd'hui de cracher ses tripes derrière un clavier. Et voilà, œil pour œil, dent pour dent, comme dit Agnès, la chaudronne lire, ben, c'est tout à fait ça, ça vient de loin et c'est ancré en nous. Et moi tout le temps, on lit des polémiques dès qu'on revient sur le sujet de la peine de mort ou des gens rendent hommage à Badinter. Vous avez tout un tas de gens qui écrivent en dessous mais quel pauvre type, c'est la pire des mauvaises idées. Il ne faut pas croire que ce soit universellement reconnu. Hein. Et effectivement, c'est tellement plus facile finalement d'accorder foi à ses émotions, à ses tripes que c'est ce qui est le plus universellement partagé. Ce qui est le plus universellement partagé, c'est pas l'intellect, c'est pas s'en référer aux preuves, c'est pas s'en référer aux livres, c'est pas s'en référer aux textes de loi. Déjà, beaucoup de gens confondent la loi et la morale. Donc, à partir de là, on s'en sort pas trop. Beaucoup de gens méconnaissent les questions de justice. Et c'est beaucoup plus facile de se réfugier derrière ses émotions et de se dire je suis dans le juste parce que je trouve que c'est pas bien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je reviens à Arpad sur ce personnage d'Aimé Billion. On côtoie rarement dans la littérature des personnages qui sont entre guillemets aussi parfaits
C'est rare d'avoir un personnage aussi, avec aussi peu de défauts. La plupart des écrivains y mettent beaucoup de, en tout cas pour le salir un petit peu, pour le rendre moins lisse. Là, pour le coup, c'est un personnage qu'on aimerait tous être, je pense, c'est Mébilion. Euh, comment vous l'avez construit, ce personnage-là, quasiment sans faille, on pourrait dire. Pourquoi l'avoir défini ainsi? Ça m'étonne parce que j'ai jamais pensé à ça que Aimé Bion soit un personnage sans faille, mais vous avez raison parce que il est doux, il est serein, mais en fait, peut-être les personnages littéraires sont plus quelquefois plus méchants parce que le roman a besoin d'un conflit. Et, euh, et mais ici, c'est l'itinéraire d'un personnage qui est important. Euh, comment une, une évolution de personnage qui est important ici, mais c'est la première fois que j'ai entendu que j'entends dire de ça. Euh, donc peut-être que vous avez raison, je ne sais pas. Mais lui, parce que il y avait un critique littéraire hongrois qui a dit que Aimé Billon a un point de vue un peu divin. Je veux dire que il décrit les choses comme euh, assez objectivement, mais avec une empathie et donc l'empathie et l'objectivité s'entrelacent dans ce point de vue d'une certaine façon. Et donc voilà, pour moi c'est l'essentiel, c'est ça. Euh, Alors, juste une petite question, Arpad. C'est la première fois oui, que je vois ça dans un roman, c'est qu'à la fin du livre, vous faites un teaser sur votre prochain roman. En principe, ah, ah oui, en principe, les romanciers détestent faire ça et penser au suivant. Là, pour le coup, vous non, faites un teaser. Alors, où en est ce projet-là? euh, j'ai écrit l'autre roman aussi et je voulais être, je ne sais pas, c'était, en fait, j'étais en train de lire le deuxième roman euh, à l'apparition de Norbonner et c'était c'était un geste un peu euh, trop trop comment ah le mot français c'est Hein? Ouais. courageux mais plus que courageux donc Téméraire. un peu téméraire voilà et euh, et je voulais être un peu hasardeux aussi. Et joueur. J'ai C'est l'impression que vous êtes facétieux. Ouais. voilà, un peu, oui, voilà. Et je sais que par superstition, euh, on n'écrit pas ça, mais je voulais être téméraire et voilà. Et, euh, et je voulais faire un geste hasardeux. C'était
Mais, Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une lecture, l'honneur de nous faire une lecture en hongrois, justement, comme on en a l'habitude dans cette rencontre, dans ces rencontres, de faire place à la langue originale, sûrement avec une beauté sans pareille, et ensuite avec le passage en français. D'accord. Un petit passage en hongrois, le début de l'extrait qui suivra en français. A Royal Air Maroc repülőgépe szerencsésen felszállt Cotonouból, és időben földet ért Casablancában, amely közbelső állomás volt Párizs előtt. Casablanca után azonban, amikor újra alattunk voltak a felhők, amelyek ott az Atlanti-óceán tükre felett szakadozott foszlányokban úsztak, az utastér első felén hirtelen pánik tört ki. Az emberek felugráltak az üléseikről, és a szűk folyosón egymást taposva hátrafelé menekültek. Oké. C'est le moment de remercier Chantal Philippe. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Mais les noms propres étaient quand même compréhensibles, n'est-ce pas? Parce que Casablanca au début, oui, ça. Voilà, arrive quand même. L'avion de Royal Air Maroc a décollé sans encombre de Cotonou et atterri à l'heure à l'escale de Casablanca. Mais après Casablanca, alors que nous étions de nouveau au-dessus des lambeaux de nuages qui survolaient l'océan Atlantique, une soudaine panique a éclaté à l'avant du compartiment voyageurs. Les passagers ont bondi de leur siège et se sont enfuis vers l'arrière en s'écrasant mutuellement dans l'étroit passage. Ma première pensée a naturellement été que nous étions en chute libre. J'ai alors entendu avec un immense soulagement le commandant annoncer au micro qu'un énorme python était sorti du porte-bagages. Il priait instamment la personne à qui appartenait le python de venir à l'avant le capturer. Le propriétaire du python se faisait tout petit, mais ses voisins l'ont identifié grâce au grand sac d'où l'animal s'était échappé. L'homme démasqué, poussé sans ménagement vers l'avant, protestait qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire avec un tel serpent. Il ne cessait de répéter qu'on lui avait remis le bestiau emballé et endormi, en l'assurant qu'il ne se réveillerait en aucun cas avant Paris. J'avais dormi dans la même pièce que les pythons de ma mère jusqu'à l'âge de 6 ans, où j'étais entré à l'internat de l'école internationale. Je n'ai plus aucun souvenir de leur image, mais aujourd'hui encore, je sens le contact de leur peau et une douce pression contre tout mon corps qui m'emplit toujours d'une profonde gratitude. Même sans souvenir, je sais exactement que c'était eux qui venaient autrefois se blotter contre moi et me cajolaient quand ma mère me confiait à eux parce qu'elle n'avait ni l'envie, ni le temps de s'occuper de moi. Je me suis frayé un chemin jusqu'à l'endroit où le trafiquant d'animaux était malmené par des passagers prêts à le lyncher, tandis qu'il se cramponnait, livide, à un accoudoir. J'ai tenté de calmer les esprits en promettant de m'occuper du serpent. Dans une des rangées que la panique a vidées, 2 hommes discutaient parfaitement calmes, tandis que le python était immobile tout près d'eux, roulé en boule sur le sol de l'allée centrale.
Les deux hommes étaient des Minas du Togo qui connaissaient bien Dan, le python dépressif mais débonnaire. Ils savaient que s'ils respectaient certaines choses, ils n'avaient rien à craindre. Lorsque je leur ai demandé ce qu'à leur avis nous devions faire du serpent, ils ont haussé les épaules en disant qu'il ne ferait de mal à personne. Il avait trop peur. Le mieux était de le laisser tranquille, du moins jusqu'à ce qu'il se déroule à nouveau et se trouve un abri où il se sentirait en sécurité et se calmerait. Disons que ce serait une bonne chose si nous avions un rat. Il l'avalerait certainement avec plaisir, s'il a faim. Quel ballot tu fais, mon camarade, bondit l'autre Mina. Il a tellement la trouille qu'il ne mangera pas avant bien des jours. Le copilote a passé la tête par la porte entr'ouverte du poste de pilotage d'où il nous épiait. Voyant que nous lui faisions signe, il est sorti sans quitter des yeux le python immobile. En criant pour couvrir le ronronnement des turbines, il a demandé ce que nous avions l'intention de faire du serpent. J'ai enjambé le gros ballon, scameux, pour m'approcher de lui et lui ai rapporté ma conversation avec les deux Minas. Nous étions en train de réfléchir à la suite à donner quand le malheureux serpent s'est soudain décidé à chercher un abri. Il s'est déroulé à la vitesse de l'éclair et s'est mis à ramper à toute allure en direction du cockpit. Le copilote est rentré d'un bond dans la cabine et a tenté de refermer la porte, mais la tête du serpent avait déjà dépassé le seuil. Tandis que le copilote essayait de toutes ses forces de fermer la porte, le long corps a glissé aussi aisément par l'ouverture que si quelqu'un le tirait de l'intérieur. Puis la queue du serpent a disparu, la serrure a claqué et s'est brusquement ouverte quelques secondes plus tard. Le commandant et le copilote se sont jetés en vol plané dans le couloir. Nous renversons au passage, les deux Minas et moi. Quand nous nous fûmes tous relevés, le commandant de bord, un Marocain, exposa la version optimiste de la situation. S'il ne grimpe pas sur le tableau de bord et n'appuie pas par hasard sur une commande, le pilote automatique acheminera l'appareil jusqu'à l'aéroport de Paris. Et là, demanda l'un des Minas. Le commandant haussa les épaules. La serrure claqua toute seule et nous nous demandâmes ce que le python faisait là-dedans. Je vais voir, proposai-je. Le poste de pilotage me parut aussi vide que s'il n'y avait personne d'autre que moi. Après l'étroit couloir, j'avais une impression d'espace. L'alignement des vitres en demi-cercle semblait se poursuivre à l'infini. J'avais l'impression d'être sorti en plein ciel et de marcher sur le velours blanc des nuages. Entre-temps, le python s'était glissé entre les deux sièges au soleil. Effrayé, il s'était remis en boule. Mais quand je m'approchai de lui, ses anneaux se relâchèrent. Il dressa la tête, millimètre par millimètre, comme s'il devait soulever un grand poids. Voilà. Merci Arpad. On reconnaît la qualité de la langue française. Hein. Merci. On va faire une petite photo avant de passer la parole à Stéphanie et Sandra, une petite photo de groupe comme on en a l'habitude. Voilà, préparez-vous, 3, 2, 1. Ceux qui ont les livres, vous avez l'habitude. C'est parfait, merci. Stéphanie, c'est à toi.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Arpad, Lise et Céline, et à tous, bien sûr. Donc moi, j'ai une question pour Céline plutôt. Donc, j'ai pas encore lu votre roman, mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement fort. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez vécu vous-même des traumatismes dans l'enfance. Est-ce que c'est ça qui a donné Est-ce que c'est ça le moteur de votre écriture? Est-ce que vous puisez justement dans cette rage, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour, eh bien, enfin, un peu comme un exutoire et pour justement faire sortir des choses qui sont peut-être innommables? Ou bien est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se soit passé dans votre enfance, vous auriez écrit et que vous avez ça en vous? Voilà, quelle est la part en fait du traumatisme dans l'envie d'écrire et dans le moteur de l'écriture? Alors, la part du traumatisme, elle est évidemment là, hein, c'est sûr. Je dirais que j'ai dépassé l'exutoire, j'ai dépassé la catharsis. Je me sers. Les fêlures, elles sont toujours là. Les brisures, elles sont toujours là. Il n'y a rien à faire. Quand on a été un être brisé, de toute façon, même si on est en résilience, il restera toujours quelque chose. Et après, c'est à nous de voir ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, je me suis dit, bah, faisons-en quelque chose d'artistique. Donc, c'est vrai qu'il y a cette part-là, c'est-à-dire que il y a, oui, quelque chose de totalement fêlé en moi, mais que je sais maintenant l'âge aidant, la maternité, les études, etc. Plein d'autres petits bonheurs que j'ai pu vivre, je sais comment l'utiliser dans un but artistique parce qu'il y a effectivement peut-être une colère, une indignation, une sensibilité au monde qui ne s'effacera jamais. Après, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais je pense qu'il y a quelque chose en nous, des fois, qui peut échapper à certains déterminismes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut expliquer qu'une petite fille, comme je l'étais, qui est née dans une famille, franchement, dans les Rougon-Macquart, plutôt Macquart, hein, c'est-à-dire vraiment cambrioleur, violeur, buveur, enfin, moi, j'ai tout connu, hein. Qu'est-ce qui fait qu'une petite fille comme ça, elle, prend un bouquin et lit? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Il y a peut-être des mystères qui échappent au déterminisme voilà, dont on nous parle depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qui fait que moi, d'un seul coup, je me suis mise à lire et je me suis mise à m'intéresser à la culture, je me suis mise à écrire. Et je pense qu'il y a quelque chose après de l'ordre de la personnalité qui n'appartient qu'à nous et qui n'appartient pas à notre environnement social, etc. Qui peut, voilà, je rebondis sur encore une fois ce qu'écrit Agnès Mathilda, c'est exactement ça, de Roald Dahl. Oui, qu'est-ce qui peut expliquer que d'un seul coup, un petit être soit différent de tout le reste de sa famille? Ben, je ne sais pas. Dans ce qui est monstrueux et normal, j'avais vraiment écrit que finalement, mon écriture, c'est un savant mélange des brisures de l'enfance et de la culture. Voilà. Et je crois que je suis un peu le produit des deux. C'est-à-dire que je suis le produit d'une enfance, quand même, les 11 premières années où j'ai connu quand même la grosse salissure. C'est-à-dire que moi, les pires familles de France, je peux en parler, hein. Dans ma famille, il y avait cambriolage, drogue, viol, tout y passait, hein. Je suis issue de ça et en même temps un produit culturel parce que j'ai découvert la culture et que j'en suis tombée amoureuse. Et je suis un peu ce mélange improbable des deux. Voilà, et j'ai réussi à en faire quelque chose. C'est peut-être ce qui fait de mon style quelque chose d'aussi, je sais pas, violent, percutant parce que j'aime bien dire des gros mots, parce qu'il reste quelque chose chez moi d'un peu comme ça, hardcore parfois, que j'essaye de contrôler tant bien que mal. La littérature m'aide, mais ça donne peut-être un style bien à moi que je revendique. Et finalement, je regrette pas. Enfin, je serais peut-être pas l'écrivain que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu l'inceste, si je n'avais pas été tapée dessus comme j'ai pu être tapée dessus petite. Mais j'arrive pas à expliquer tout à fait pourquoi, dans cet environnement de vraiment zéro culture, zéro discussion, de rien du tout, pourquoi moi, d'un seul coup, un jour, j'ai pris un livre et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Il y a une part de mystère là-dedans et elle me va bien. Heureusement qu'elle est là. Mais voilà, je suis un savant mélange de déterminisme et de résilience, je dirais. Voilà. Est-ce que vous diriez que la littérature, elle vous a donné des réponses personnelles ou des réponses universelles d'ailleurs?
Oui, 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 notamment sur ma mère biologique. Ça m'a appris peut-être aussi à être moins intransigeante, peut-être. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai jugé ma mère biologique très durement parce qu'elle n'a pas su me protéger, etc., etc. Et peut-être que la lecture a été vraiment une ouverture aussi sur l'ouverture d'esprit, voilà, être capable de comprendre les failles des autres, les fêlures des autres. Et j'ai vu ma mère autrement, j'ai vu ce qu'elle n'avait pas été capable de faire, par exemple, mais j'ai vu pourquoi. Et au-delà du pardon, je me suis dit, ben, elle ne pouvait pas faire mieux. Et ça m'a peut-être permis, effectivement, d'être plus tolérante avec le genre humain. Ouais. Sandra? Oui, j'avais une question pour Arpad à la suite de votre lecture là tout à l'heure en hongrois et en français. Est-ce que, comme vous parlez français, est-ce que vous portez un regard un petit peu sur la traduction? Est-ce que vous échangez avec celui ou celle qui traduit votre livre? Voilà. Est-ce que vous intervenez? Chantal Philippe est la traductrice. Oui, j'ai lu le manuscrit et elle m'a envoyé en fait la traduction que j'ai jetée à la poubelle parce que je ne savais pas, parce que je connaissais pas Chantal Philippe à l'époque, il y a quelques années, et je croyais que c'était une publicité parce que je reçais des mails de Barocci, Philippe Barocci. Donc Philippe me disait rien et donc un clic et après une connaissance commune m'a dit qu'il y avait Chantal qui comprenait pas pourquoi je ne lui avais pas répondu et voilà. Et après, j'ai fouillé la poubelle et j'ai trouvé la lettre de Chantal, donc email. Et après, on a commencé à euh, changer d'email et après on a travaillé ensemble et on est devenus bons amis et très proches. Et donc j'ai lu la traduction, mais c'était euh, euh, ça commençait comme ça. Et vous êtes intervenu? Vous êtes intervenu dans la traduction? Vous avez pu l'aider, l'aiguiller par rapport aux termes Euh, hongrois? très peu en fait. J'ai vu parce que quelquefois c'était un bévue ou une faute où j'ai expliqué à Chantal ce que je voulais écrire en fait, euh, mais très peu. Hmm. Ok. Léna? Oui, bonsoir à tous. J'ai une question pour Céline. Je voulais savoir comment vous gériez vos deux carrières, on va dire, votre carrière d'auteur et de prof, parce que votre œuvre est quand même très intime. Donc, je voulais savoir si vos élèves étaient au courant que vous écriviez, s'ils connaissaient le contenu de votre œuvre et comment vous arriviez justement à gérer ces deux aspects de votre vie.
Alors, mes élèves sont plus ou moins au courant que j'écris. Bon, moi, j'enseigne dans un collège REP, hein, donc, bon, pour beaucoup d'entre eux, l'apprentissage de la langue française, c'est déjà une chose en soi, donc me lire, c'est compliqué. Après, c'est vrai que personnellement, quand des parents viennent me voir pour me dire est-ce que ma fille peut lire votre livre, etc., j'ai tendance à dire non. Le lycée, oui, on gagne déjà en maturité, mais je trouve que le collège, mes livres, c'est quand même, je trouve que c'est un peu tôt, quoi. C'est quand même un petit peu violent. Après, c'est sûr que par la magie des réseaux sociaux, bon, pas Facebook, hein, parce que les jeunes s'en fichent royalement hein, de Facebook, mais par exemple Instagram, comme moi en plus c'est une page publique, clairement, j'ai vu plein d'élèves aller trifouiller du côté, du côté de ma page Instagram et je ne peux pas les en empêcher. Un élève qui m'a alpagué dans les couleurs en me disant: «Oh, madame, j'ai vu que vous avez une page Wikipédia.» Oui, il s'intéresse. Voilà. Alors, de là à lire le livre, c'est peut-être un peu tôt et bon, c'est pas des lecteurs non plus pour le moment. Mais par contre, ils savent que j'écris, ça leur fait drôlement plaisir. Ils s'en sont quand même fiers. Ils sentent qu'il y a un truc. Ils sentent que quand même, c'est la classe, quoi. Ils le disent un peu comme ça. Et ouais, ça les rend plutôt fiers. Et je sens en tout cas que ça me donne un peu de pouvoir en classe, hein, ça c'est sûr. ça, ça, ça me donne, oui, quelque part, plus de légitimité. J'ai remarqué, du moins au niveau des troisièmes, ça me donne un petit pouvoir. Et puis, et comme ils savent, certains l'ont compris, que parfois les trucs que je teste dans les classes, c'est jamais trop éloigné de mes sujets de préoccupation d'écriture. Je pense notamment bah, à la peine de mort. Je pense aussi lorsque j'ai écrit Ne préfère pas le sang à l'eau, j'avais monté tout un projet avec mes élèves de quatrième où ils devaient dénoncer, enfin c'était, voilà, dénoncer quelque chose, écrire vraiment quelque chose de revendicatif et j'avais fait tout un passage sur l'eau, l'accès à l'eau dans le monde et je me suis réveillée un matin, mon roman était là dans ma tête. Donc c'est vrai que mes préoccupations d'enseignante et mes préoccupations de romancière sont jamais trop éloignées. Voilà, et après, comment je gère? Bon, moi, je suis complètement hyperactive, cyclotimique, donc toujours aussi entre une énergie énorme et ensuite le soir où il n'y a plus rien. Mais je suis quelqu'un effectivement d'assez énergique et efficace. Et ça me permet de mener de front, on va dire, les trois carrières, parce qu'en plus, je suis mère de deux enfants. Et bon, ne me demandez absolument pas comment j'arrive à gérer, mais pour l'instant, ça tient. Ça tient à peu près. Donc finalement, c'est plus un laboratoire éventuellement, mais il n'y a pas d'autocensure potentielle. Vous vous dites pas, oh là là, si ma hiérarchie, si les parents d'élèves tombent sur certains de mes ouvrages, peut-être je vais me réfréner dans certains propos. Ça n'arrive Non, pas. surtout Non. pas, surtout pas. Et après, si ça leur plaisait pas, je vous dirais, je m'en fiche royalement, en fait. Moi, l'éducation nationale, j'adore enseigner. C'est vraiment, j'adore les ados, j'adore être en classe avec eux. Par contre, l'éducation nationale, j'ai horreur de ça. Hein, je le dis clairement, j'aime pas l'éducation nationale du tout. Et ce qu'ils peuvent bien penser, je m'en fiche parce que voilà, je vais déjà pas mâcher mes mots, ils savent à peu près hein, ce que je pense d'eux. Donc, de toute façon, je m'en fous, je peux pas me faire virer, je suis fonctionnaire. Donc voilà. Mais je m'en fiche royalement en fait parce que je fais ce que je veux. On a déjà eu hein, des collègues qui avaient des carrières à côté et puis certains parents, oh là là, c'est pas normal, etc. Mais ils peuvent bien se dire ce qu'ils veulent. Je suis romancière, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Je n'ai absolument pas envie de me réfréner, j'écris ce que je veux. En plus, maintenant, depuis ce qui est menstrué normal, je crois que j'ai ouvert une porte. Maintenant, vraiment, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses et je me réfrénerai pas pour quelques parents en colère qui vont dire que gna gna gna, c'est pas normal. Je m'en fiche complètement. Du moment que mes élèves, eux, sont là, me soutiennent. J'ai quelques élèves qui m'ont lu après, au lycée, qui sont venus me revoir et qui sont ravis. On en a parlé. Et j'ai quelques élèves qui m'inspirent aussi. Voilà, private joke à Lise. Oui. Mais, mais non, franchement, l'éducation nationale, ce qu'ils pensent, honnêtement, je m'en fiche. Mais alors, complètement. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement.
Alors, on va parler des titres, parce que là, clairement, Céline, vous êtes quand même peut-être une des meilleures autrices concernant les titres. Je pense que là, après, et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, des femmes qui dansent sous les bombes, ne préfèrent pas le sang à l'eau, ce qui est monstrueux et normal, et donc le dernier, ce qu'il nous faut de remords et d'espérance. On a quand même des titres à chaque fois extrêmement poétiques, extrêmement travaillés et punchy. Comment vous les travaillez? Et on parlera tout à l'heure du titre également de Harpad qui a été modifié justement, j'aimerais bien savoir pourquoi, avec Aimé Billion en hongrois, on en parlera tout à l'heure, mais Céline, quant à vous, comment vous travaillez ces titres, comment vous arrivez à trouver cette alchimie, cette harmonie à chaque fois qui fait mouche? Alors, parfois, c'est de la collaboration et parfois, c'est moi toute seule. Bon, moi, j'adore les titres avec des verbes. J'y peux rien, ça me plaît. Mon premier, pour ce qui est de et je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, c'est pas moi. C'était pas le titre que j'avais à la base, mais en ayant discuté à l'époque avec Viviane, on trouvait qu'il était le titre que moi j'avais trouvé n'était pas assez percutant par rapport à l'histoire. Et moi, j'avais pris le parti de faire confiance à la maison d'édition, comme je continue de le faire. Et donc, on avait changé. Et on avait très bien fait parce qu'effectivement, ce titre était meilleur. Des femmes qui dansent sous les bombes, je crois que j'ai eu le titre pratiquement au même moment où l'histoire est née dans ma tête. Et ce roman-là est particulier puisqu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être l'année où j'ai passé l'agrégation, je suis devenue un génie, j'en sais rien. Mais Viviane n'a rien touché à ce roman, ni le titre, ni les mots, rien du tout. Je ne peux pas l'expliquer. Et ne préfère pas le sang à l'eau aussi, c'est à moi. Je crois que je m'étais servie, j'avais lu un proverbe indien, je ne sais plus exactement ce que c'est, c'était plutôt le vent. Et je l'avais adapté. Et donc ce titre-là aussi, et ce qui est monstrueux et normal, c'était pas du tout le titre non plus que j'avais choisi. Mais là, encore une fois, la maison d'édition avait trouvé que le titre était peut-être pas assez percutant par rapport à ce que je faisais passer avec ce livre. Et on a cherché, cherché, et c'est Viviane, ou c'est peut-être, je sais plus si c'est Viviane, enfin, qui m'a dit, tiens, on a ça. C'est une phrase qui était déjà dans Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, en fait, ce qui est monstrueux et normal. Et on a fait du coup le lien. C'est là qu'on voit, hein, le travail des maisons d'édition parce que c'est les personnes avec qui je travaille qui se sont dit ah mais cette phrase-là elle était dans Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, on peut faire un lien, je trouve ça très très beau quoi. Et le dernier titre, bon allez, Lise elle sait, le dernier titre, alors là c'est un peu différent, c'est-à-dire que alors là je n'avais pas du tout de titre, je savais pas quoi faire. Et il se trouve qu'avec ma meilleure amie, tous les mardis soirs, on se fait une soirée bouteille de vin rouge, toutes les deux. Voilà. Et pas du tout de titre. Et on commence à partir dans un petit délire toutes les deux où sur mon carnet. On écrit tout un tas de titres plus nuls et plus bizarres les uns que les autres et où on rigolait vraiment. Et d'un seul coup, elle écrit ça. Et je m'arrête de rire et je me dis, ah non, mais en fait, ça, c'est un titre. En fait, ça, c'est magnifique. Et donc, je suis désolée de dire que ce titre est issu d'une petite soirée beuverie avec ma meilleure amie. Voilà, comme ça, vous saurez absolument tout. Il faudra donc en faire régulièrement, au moins une fois par an. Et alors, et quant au titre d'Arpad, de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai lu, il fait état d'Aimé Billion dans le titre, en hongrois, il me semble. Alors, je ne vais pas faire l'affront de dire le titre. Voilà, c'est le titre en Boldogészak. Le titre hongrois, ça sonne bien en hongrois, mais c'est très plat en français, Heureux Nord. Donc, on devait trouver quelque chose et Chantal n'a pas trouvé un bon titre, mais j'ai un ami français, un poète qui s'appelle Guillaume Métaillé, et lui, c'est qui a trouvé le titre pour moi et pour nous. Et, et il a dit pourquoi pas nous bonheur comme ça. Et voilà.
et il y a un sous-titre que Aimé Billion raconte. Alors Ça justement, c'est le ouais, même. c'était C'est le ça. même en hongrois, c'est le sous-titre. Voilà, c'était ma Mais question justement. Pourquoi avoir décidé d'enlever Aimé Billion dans le titre? En français? En français, c'est bien sûr. euh, c'était pas mon truc le titre en français parce que j'entends pas comment Pour ça la, sonne. ouais, pour la traduction en fait du titre, c'est vrai que normalement, ça aurait dû être mot à mot Nord lointain ou Nord Hmm. heureux. Et c'est vrai que Chantal Philippe donc s'est mise en relation avec Guillaume Métayer. Et puis Nord Bonheur, en fait, c'est plutôt c'est le côté très poétique, très onirique en fait de Nord Bonheur qui est vraiment ressorti. Et je dirais que le récit, en fait, la vie d'Aimé Billion, contrairement d'ailleurs, on le voit, hein, ceci dit, Arpad, sur la couverture hongroise du livre. Et C'est tu peux nous le la montrer? Voilà, donc c'est Voilà, c'est Nour, vraiment Nour heureux. Nord heureux. Voilà. Et Oui, en fait, Nour heureux, Nour voilà. heureux. Et le Hmm, sous-titre raconté par Aimé Billion, on est resté hmm. fidèle en fait au texte hongrois et il vient en fait en sous-titre. Donc c'est ce qui explique qu'on ne le voit pas sur la couverture en premier, si c'était la question. Non, 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 non. Oui, Voilà. non, c'était pas. Non. Ok, ok. Hmm, Exact, tout à fait. Tout à fait. C'était la question. Oui. Là, voilà. hmm. Euh, Aurélien? Donc, bonsoir à tout le monde. J'avais une question bon, à la fois pour l'éditrice et pour les auteurs. C'est concernant l'illustration de couverture, en fait, comment le choix s'est opéré? Parce que moi, ça me fait penser à la justice, à une allégorie de la justice quelque part, et quelque chose de très mythologique aussi. Et j'ai vu que l'Exergue reprend un passage mythologique attendez, je sais plus, de Apollodore. Donc voilà, c'était ça la question. Parce que les couvertures, c'est ce qui attire aussi le regard. Tu veux répondre, Céline ou... Oui, 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 bah, de toute façon, c'est pareil. Là, encore une fois, c'est une collaboration. Voilà, Lise m'a proposé plusieurs illustrations. Et parmi les illustrations qu'elle m'a proposées, bon, il y avait des trucs, c'est vrai, la chaussette, etc. C'était pas trop. Mais celle-là, elle nous a tout de suite tapé à l'œil. Ouais. Effectivement, elle faisait référence aussi à ma dédicace en exergue, la référence à Méduse d'Apollodore. Donc, on l'a trouvée absolument merveilleuse. Et elle a cette profondeur de champ, cette statue avec la tête coupée. Elle parle tout de suite finalement de la décapitation. On comprend assez vite où on va en venir. Avec cette référence mythologique. Enfin, on l'a trouvée absolument parfaite, quoi. On n'a vraiment pas mis beaucoup de temps. Quand on a fait le défilé, on est tombé sur celle-là. On s'est dit, mais elle illustre vraiment à la perfection, tant par la portée de son symbole, la portée esthétique, la portée mythologique, tout y était en fait. Donc on s'est décidé très très vite hein, pour cette photo-là. Absolument. Et puis, on a donc cette maquette qui est très spécifique hein, aux éditions Viviane Ami. C'est vrai que quand on a, alors ça c'est le côté un peu plus technique on va dire, mais c'est vrai que quand on a des titres qui sont assez longs aussi, il faut quand même essayer de trouver une harmonie, il faut quand même essayer de trouver ce qui rentrait déjà dans le livre finalement d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'à la fois cette image donc de statue grecque, en fait, il s'agit de la tête de Méduse. Si on regarde bien, en fait, on voit justement les petits serpents autour du cou, mais qui sont aussi une façon d'être enchaînés. Il y a à la fois, je dirais, cette profondeur aussi par rapport au texte, avec ce côté tragique, ce côté antique aussi, avec toutes ces émotions, en fait, un peu sombres hein, qui habitent l'humain, puisque, bon, depuis très longtemps, on ne le dira jamais assez, mais le monstre est humain et qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et d'une certaine façon, il fallait qu'on trouve une image qui puisse à la fois faire preuve d'une certaine forme de classicisme, mais en même temps être aussi assez décalée, bien illustrée de propos. Et c'est vrai elle est à la fois très élégante, elle est à la fois très intrigante aussi. Et quand on a passé en revue les différentes images avec Céline, ça a vraiment été une évidence. Et pour celle d'Arpad? Et pour celle d'Arpad,
Il y avait plusieurs couvertures en fait, mais c'est vrai que ce qui était très difficile avec le texte d'Arpad, c'est qu'on a à la fois le côté très, je dirais, mythologique, parce qu'on a en même temps le côté aussi vaudou finalement. Donc, toutes ces mythologies qui sont très différentes les unes des autres, il se trouve que j'avais plusieurs essais de couverture et puis j'étais pas tout à fait convaincue non plus. Et j'ai demandé donc au directeur studio donc, de Flammarion, avec qui on travaille en étroite collaboration, qui lui avait lu le livre, qui lui avait effectivement, on s'est très très bien compris. Et puis c'est vrai qu'on a regardé la couverture aussi du livre hongrois. Et avant de proposer quoi que ce soit à Arpad, je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez définitif aussi. Une couverture qui puisse parler, quand on voit un peu, en fait il s'agit du bas-relief de l'église dans laquelle en fait Aimé Billion, enfin le personnage d'Aimé Billion se réfère dans le livre d'Arpad Kuhn. À un moment donné, il est guide touristique et il a à charge en fait une église où il y a des bas-reliefs en bois. Et il se trouve que le directeur donc, artistique avait fait des photos personnelles, des photos de cette église-là, et notamment des bas-reliefs. Et il se trouve que ce bas-relief-là, en fait, est ressorti finalement dans la sélection photo. On a bien réfléchi. Et je me suis dit, mais c'est formidable parce qu'on a vraiment toute la teinte, un petit peu aussi, comment dirais-je, on a l'aspect à la fois mythologique, on a l'aspect à la fois onirique aussi. On a la profondeur, en fait, finalement, de... Voilà, absolument. Et en même temps, il y avait ce côté aussi africain. On arrivait vraiment à faire le lien, je trouve, entre le sud et le nord, d'une certaine façon. Et c'est comme ça que ça s'est décidé. Et puis, j'ai soumis l'illustration à Arpad. Et je crois qu'Arpad a bien aimé. Oui, j'aimais bien et j'ai entendu cette histoire la première fois, comment la couverture a été trouvée. Je ne savais pas, mais je connais bien ce petit détail de ce portail de l'église en bois, qui est un patrimoine mondial, en fait, et de plus de 1000 ans. Donc, à l'époque des Vikings. Et c'était ça qui était intéressant aussi, justement, essayer de faire résonner une certaine modernité, mais à travers justement, c'est un peu l'histoire de la littérature. On parle des mythes, on parle des tragédies, on parle des épopées, et puis ce qu'on arrive à en faire encore de nos jours, d'une certaine façon. Et c'était ça, c'était vraiment ce passage de relais-là aussi qui nous tenait à cœur. On ne va pas se quitter sans une lecture d'un extrait de Céline Laperto, bien sûr. Alors, c'est le moment, Céline, de nous faire, de faire tomber le couperet, je dirais. Bah, alors, on n'en est pas encore là, hein. On va en être qu'au tout début, lorsque Roger propose pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ce que Roger propose, c'est un retour dans le passé, un saut dans le vide qui pourrait ruiner son avenir si son projet n'aboutit pas. Depuis l'adolescence, depuis les débats avec son frère, les textes trouvés par son père, sa pierre de touche, son élixir de jouvence, et de porter une réforme comme celle sur laquelle il travaille. Il n'ignore pas le ridicule que l'on verra dans le fait de revenir sur des arguments tricotés et détricotés par des hommes de la trempe d'un Maurice Barrès ou d'un Robert Badinter. Il faudra que sa cuirasse soit épaisse, que son courage ne connaisse aucun talon d'Achille, qu'il n'ait pas peur des salissures jusque sur les murs de son appartement. Il faudra qu'il accepte que ses rêves se transforment lentement en cauchemars éveillés, que ses partisans chantent ses louanges et que ses adversaires lui crachent à la gueule. Il faudra qu'il encaisse les erreurs de jugement, le sang dont on peindra ses mains, les fleurs de l'opinion publique et l'affront des bien-pensants. Il faudra qu'il compte sur quelques affaires sanglantes pour l'appuyer, à l'heure où les réseaux sociaux sont devenus un prêt-à-penser, et qu'il suffit d'un meurtre aggravé pour retourner une opinion publique aussi friable qu'une feuille au milieu d'un ouragan. Il lui faudrait la mort d'une petite fille. Et elle est là, la petite fille.
nue, offerte au vent, à la pluie et aux larmes d'un vieux promeneur de chiens qu'il a trouvé, déshabillé de son innocence, une petite fille aux côtes encore si visibles et aux hanches inexistantes. Il ne comprend pas le promeneur. Il ne saisit pas ce qui se passe sous ses yeux. Il ne comprend pas pourquoi ce petit corps pâle et grisâtre gît là, à peine ouvert par des feuillages que le vent trop fort a eu vite fait de balayer. Il est paralysé. Rien dans son corps ne trouve la force d'avancer. Des détails s'impriment dans sa mémoire sans qu'il en prenne conscience. Des cheveux châtains clairs, à hauteur d'épaule, un petit bracelet de cœur qui entoure son poignet droit, une chaussette, une seule. Ce détail en apparence anodin lui ravage le cœur. Elle est là, la petite fille. Sa nudité ne peut pas laisser planer le doute. Le promeneur sait, toute sa raison lui crie l'horreur du viol avant le meurtre. Le promeneur a une petite fille, Christelle. Il convoque son image de toute la force dont il se sent capable. Malgré lui, il l'imagine à la place de la fillette qui gît là, le ventre offert au regard, les cuisses entr'ouvertes sur des lèvres que seule la mère serait en droit de voir quand elle aide sa fille à se laver et s'habiller. Le vieux promeneur de chiens se dit qu'il n'aurait pas voulu voir les lèvres de sa petite fille. Ce n'est pas un corps de femme, c'est tout ce qu'il est capable d'articuler, tant l'image cogne fort contre ses tempes. Ce n'est qu'un corps de petite fille. Il se sent indigné, il se mépriserait pour avoir osé laisser son regard s'attarder ainsi. Il se sentirait presque coupable, c'est ce sentiment qui le pousse à agir. L'horreur de se sentir coupable en tant qu'homme qui pose rien qu'un instant son regard sur ce petit corps. Alors il active le pas. Le chien grogne contre ses mollets, il a peur, il sent la mort. Il renifle l'angoisse de son maître qui glisse en fines gouttelettes entre ses omoplates. Le maître court et emmêle ses genoux à la laisse de son chien. Entre deux enjambées, des bruits semblent s'échapper de sa cage thoracique. Il sent que quelque chose de vague naît dans le fond de sa gorge. Il va pleurer. Alors il court encore plus vite. Arrivé à la lisière de la forêt, il hurle. C'est plus fort que lui. Il hurle son désespoir, sa peur, son incrédulité. Il hurle parce que plus rien ne sera jamais comme avant. Entendre parler de la mort d'une petite fille sur des chaînes câblées où les informations passent en boucle, c'est différent du fait de la voir en vrai. Son regard va changer, à jamais. Il le sait, une évidence qu'il cache en lui dit que jamais plus il ne regardera Christelle comme il le faisait avant. C'est de cela que monte la haine du meurtrier, le sentiment de sa propre faiblesse, l'exposition de ses failles, l'explosion de son humanité criblée de balles envoyées par le destin. C'est pour cela, selon lui, que les meurtriers de gosses doivent payer, parce qu'ils changent notre regard à tout jamais, parce qu'ils ruinent notre cœur à tout jamais, si nous avons le malheur de découvrir le corps sans vie. C'est pour cette raison qu'il voudrait les voir pendus au bout d'une corde, tous autant qu'ils sont, dès le premier soupçon, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne soupçonne jamais au hasard, il en est certain. Remettre la potence en place, tiens, mais pas forcément pour couper les têtes. Et il se surprend à penser, lorsque ses pieds heurtent le trottoir, celui où dans quelques instants il appellera la police, qu'il faudrait leur couper les couilles à la guillotine. Il revoit les images humoristiques qui défilent sur les réseaux sociaux, les caricatures de prêtres émasculés, les dessins de mini-guillotines conçus pour les testicules, les slogans qui les accompagnent, et il likait parfois. Il cliquait sur le cœur pour signifier j'adore. Il cliquait aussi sur le bonhomme qui rigole pour signifier sa connivence. Il est certain de ce qu'il avance. Les peines ne sont pas assez exemplaires. Les meurtriers n'ont plus peur de rien. Et de nos jours, escroquer l'État coûte plus cher que déchirer l'hymen d'une gamine. Viole une jeune fille, ta peine sera requalifiée en agression sexuelle et tu t'en sortiras avec 1 ou 2 ans de prison. Parfois avec sursis. En revanche, roule l'État dans la farine en fraudant et c'est 15 ans ferme. Voilà pour lui la vérité simple et crue. Quand lui revient comme un boomerang l'image de la chaussette unique sur le pied, tandis que l'autre a disparu de son champ de vision, roulé en boule plus loin ou emporté par l'assassin. Merci Céline. Comme vous le voyez, c'est poignant. Vous connaissez notre côté assoiffé de lecture en tant que lecteur, donc j'avais une dernière question à vous trois. Lise, quel est le prochain roman que vous allez publier, puisque pour l'instant, je n'en ai pas encore vu sur le site. Et Céline et Arpad, sur quel prochain roman travaillez-vous? Ou pas forcément roman, peut-être que Arpad continue d'écrire de la poésie, pourquoi pas. Mais quel est le prochain roman qui devrait sortir prochainement? Alors, le prochain roman que nous avons, c'est un premier roman qui s'appelle L'âme au diable de Yoram Lecker. Alors, je vais essayer de vous le résumer assez brièvement.
pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'affaire Kastner, en fait, Réseau Kastner, c'est un petit peu le Oskar Schindler juif. C'est-à-dire que quand les déportations ont commencé en Hongrie en 1944, il se trouve que Réseau Kastner était à la tête d'un comité de soutien juif et il a dû avoir à faire avec Adolf Eichmann, et il a négocié en fait, on va dire avec Adolf Eichmann, des camions, des vivres contre justement la vie de prisonniers juifs. Il se trouve que cette affaire Kastner, en fait, Kastner a vraiment, non pas pactisé, je dirais, avec le diable, mais en tout cas, il a tout fait pour essayer de sauver ses compatriotes, pour essayer de sauver les siens. Son intervention a été absolument déterminante dans le ralentissement justement des déportations aussi en Hongrie. Et puis, d'une certaine façon, Kastner, en fait, est maintenant vu un petit peu comme, comment dirais-je, comme un personnage qui polarise les gens. Certains lui doivent vraiment la vie, puisque le train Kastner, en fait, qui était ce train de prisonniers juifs, a réussi à être sauvé, justement. Et donc, ils ont échappé à un destin absolument fatidique. Et quand Kastner, en fait, après la guerre, a émigré en Israël, il s'est retrouvé finalement un petit peu pris à partie. On lui a reproché finalement d'avoir fait ça et de ne pas avoir sauvé aussi les autres membres de la communauté juive en Hongrie. C'est une affaire qui est assez compliquée, je dirais, à résumer, mais en tout cas, c'est un personnage qui, pour les uns, en fait, est un héros, puisqu'en fait, ils sont descendants du train Kastner, ce qui est le cas de l'auteur, et que sans lui, en fait, il ne serait pas vivant. Et pour les autres, en fait, c'est quelqu'un qui a pactisé d'une certaine façon avec le diable et n'aurait pas dû prendre la place de Dieu. Il se trouve que c'est le fil rouge finalement de ce premier roman, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que tout autour de ce premier roman, en fait, Yoram Lecker revisite son ascendance, revisite aussi cet héritage. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être au monde maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être présent, que d'être vivant, quand finalement, on aurait pu très clairement ne jamais exister, ne jamais voir le jour, et quelle est la dette en fait qu'on peut avoir par rapport à un personnage comme Réseau Kastner. À travers ça, il invoque en fait toute une galerie de personnages qui sont des personnages proches de lui, qui sont des gens en fait, par exemple, on connaît tous finalement une sorte de Tamash qui est un personnage absolument truculent. Tamash, c'est quelqu'un qui met une énergie désespérée en fait à faire foirer tous les projets qu'il entreprend. Mais il a une telle bonne humeur, il a une telle sympathie, je veux dire, on connaît tous des gens comme ça d'une certaine façon. La mère de l'auteur est quelqu'un qui a subi effectivement le traumatisme de cette déportation. Et en même temps, on comprend tout à fait les failles. Il y a énormément d'humour dans ce roman aussi. Le sujet est assez lourd, mais je dirais que c'est vraiment un conte sidichisant. C'est-à-dire qu'à travers plusieurs personnages, on arrive à retrouver finalement l'ascendance, les origines aussi de l'auteur, faire le lien entre la petite et la grande histoire, et puis avec un humour à la Woody Allen. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez singulier aussi, parce qu'on a toujours l'impression en fait, finalement, d'avoir, comment dirais-je, avec ce genre de sujet, on se dit, oh, c'est peut-être un peu rébarbatif, etc. Mais il y a vraiment une verve, il y a vraiment un humour, en fait, qui sauve tout. Et c'est vraiment l'humour juif, l'humour noir aussi qu'on peut avoir. C'est un conte qui est extrêmement touchant. C'est un roman qui explore vraiment l'âme humaine aussi, et voilà, et je pourrais que vous encourager à le lire. J'ai vraiment bien fait de demander. Sorti le 14 octobre, c'est ça? Sorti le 14 octobre. Très bien. Alors, et Arpad et Céline, quant à vous, alors Céline, vous avez le micro coupé. Et Arpad, alors quels sont vos projets à tous les deux actuels? Alors moi, pour ma part, j'avais terminé l'écriture d'un récit. Mais maintenant, on va attaquer la phase 2, c'est-à-dire le relire, retravailler. Mais bon, c'est la vie d'un livre aussi, c'est normal. Et là, voilà, je le retravaille, je le rends meilleur. Et on verra la suite. Est-ce qu'il y a une thématique particulière ou c'est encore secret? Ça peut l'être, hein, je comprendrai. Hein. Ah
Bon, on retrouve mes thèmes quand même. Oui, bon, il y a... Oh non, pas tout à fait quand même. Je pense que je suis allée explorer d'autres choses, mais disons que ça parle, on en parlait tout à l'heure, on avait fait une private joke, ça parle d'une... Enfin, je me suis inspirée, c'est un roman, mais je me suis inspirée d'une jeune élève que j'ai eue, et que je trouvais extrêmement brillante et qui a un parcours très particulier et dont j'étais fan. Hein. J'étais fan d'une gamine clairement de 15 ans, mais je la trouvais absolument merveilleuse, un parcours incroyable aussi, un vrai parcours du combattant. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec elle dans le domaine de l'éloquence puisque j'anime un atelier d'éloquence dans mon collège et voilà, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, elle m'a... je trouve que c'était une jeune femme vraiment très, très inspirante. Elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a inspiré un roman. C'est pas tout à fait elle, parce que voilà, ça reste un roman, ça reste un personnage que j'ai inventé. Mais disons que la première partie s'inspire beaucoup de son parcours, de son vécu, que je trouve absolument incroyable et magnifique et qui méritait d'être mis en lumière. Ce qui fait le lien avec Norbonheur d'Arpad Kuhn. En effet, on est dans la même logique. Oui, certainement, ouais. Alors, Arpad, quant à vous? On vous entend. Ah, Arpad, on vous entend plus. pas. Et oui, sans le casque. Donc c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, voilà. Non, mais maintenant. Donc, j'ai écrit ce roman qui a été annoncé à l'épilogue de Norbonheur, Norbonheur, et parce que je voulais écrire quelque chose de plus autobiographique que le Norbonheur. Et ce roman apparu en Hongrie en 2016, oui. Donc, j'ai presque fini le troisième roman de ce sujet parce que le deuxième roman raconte sur de l'histoire d'une famille hongroise qui est venue en Norvège et comment ils partent, c'est le début, et comment ils arrivent, c'est la fin. Et après, je voulais continuer, mais ça que je suis en train de finir, c'est plus magique, moins autobiographique. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette famille en Norvège? Donc, ce troisième roman sera la troisième partie d'une trilogie, disons, nordique. Voilà. Donc, okay. Et le boucle sera bouclé avec ce roman. Voilà. Et chez Viviane ça je ne sais pas. Ça, c'est encore c'est en discussion, Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, on a toujours à cœur de défendre nos auteurs, d'essayer d'être voilà, la meilleure personne. Vous savez, on passe quand même du temps aussi à écrire des livres. Le premier qu'on publie dans une maison d'édition, c'est pas anodin.
Et puis, il faut bien penser que les auteurs ont des œuvres aussi. Pour ce qui concerne en tout cas les auteurs étrangers, c'est vrai que parfois, en fait, en fonction aussi des goûts des lecteurs aussi et de la réception qui est faite en France, on peut avoir en fait, comment dirais-je, on peut parfois se dire qu'il vaut mieux publier finalement un troisième roman plutôt que de suivre en fait l'ordre chronologique aussi. Ça, c'est vraiment une question. Il y a une façon d'entrer dans l'œuvre en fait qui appartient à l'auteur, au public aussi, effectivement, au lecteur de la langue mère, si je puis dire. Mais on peut avoir des parcours très différents aussi en traduction avec des lecteurs justement étrangers. Il faut savoir présenter, je dirais, l'œuvre de l'auteur de la façon qui puisse résonner le plus aussi, pour qu'on ait quand même un cœur de lectorat qui soit déjà là, qui soit la base, pour pouvoir justement porter l'œuvre de l'auteur. Et oui, moi, je suis très curieux comment ça va marcher ici, non, là-bas. En France, Euh, chez nous. Oui, et c'est un peu chez vous aussi. Hein. Ouais. On rappelle que vous êtes en Norvège, hein, Arpad, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Non, j'ai oublié. Mais, Voilà. Donc, et quelle partie du roman a raison et pourquoi en France? Et donc c'est vraiment très intéressant pour moi. Donc, parce que le roman a été traduit en plusieurs langues et c'était toujours quelque chose d'autre qui était intéressant pour les lecteurs tchèques ou espagnols ou pour les autres. Donc, je suis en attente comment ça va marcher en France. Voilà. Alors, il est temps de vous remercier tous les trois et tout le monde. Merci infiniment à tous les trois et pour vos propos si justes. Peut-être une prochaine fois, je l'espère, parce que véritablement, vous avez deux auteurs qui valent de l'or, à mon sens. Donc, Lise, gardez-les. Gardez-les. Ah, mais oui, on n'a pas envie du tout. Non, ils sont très bien chez nous, je pense. Donc, merci à tous. En tout cas, avec plaisir pour une prochaine rencontre. Et puis, merci à vos lecteurs, merci aux personnes présentes à cette rencontre. Et puis, écoutez, voilà, c'était une très belle rencontre. J'espère qu'on a répondu aux questions de tout le monde. Et voilà, à très bientôt, j'espère. Merci Lise, merci Céline et Arpad. Merci à vous. Merci. Merci. J'espère que vos ouvrages trouveront leur public parce qu'ils méritent. On fait Au revoir tout tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.